Je pense qu'avant de présenter en détail les aménagements et les modifications, il est vraiment important de rappeler quelles sont les procédures décisionnelles en place au FNRS. Donc, nous avons un bureau du conseil d'administration qu'on ne voit pas sur l'écran. Pardon. Merci beaucoup. Nous avons donc un bureau du conseil d'administration qui prépare les réunions du conseil d'administration. Il est composé des 6 rectrices et recteurs des universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du ou de la secrétaire perpétuelle de l'Académie royale de Belgique. On a ensuite un conseil d'administration qui est lui composé des membres du bureau, auxquels s'ajoutent notamment les 3 vice-recteurs recherche des universités complètes, aussi 2 directeurs ou directrices de recherche du FNRS, ainsi que le secrétaire perpétuel ou la secrétaire perpétuelle de l'Académie de médecine. Cette présence forte des autorités des universités au sein des organes de décision du FNRS, parce que le conseil d'administration est vraiment l'organe décisionnel, c'est une spécificité belge qui est liée à l'histoire de la création du FNRS et aussi à la taille restreinte de la communauté. Et en fait, c'est, je pense, vraiment un atout, car cela permet de mettre en œuvre une politique scientifique qui tienne compte des besoins réels des universités, qui sont les opérateurs de recherche. C'est là que la recherche s'effectue. Alors, au niveau de l'administration, nous préparons les dossiers, évidemment, pour le bureau et pour le conseil d'administration. Nous pouvons nous appuyer pour cela, selon la nature du dossier, sur le comité des 6 vice-recteurs et vice-rectrices recherche des universités, sur le comité d'accompagnement, le COMA. Le COMA a pour rôle de proposer au conseil d'administration les noms des intervenants qui participeront en tant qu'experts aux différentes commissions scientifiques ainsi qu'au jury FRIA et FRESH. Alors, il est composé de représentants des différentes universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles, issus des différents grands domaines scientifiques. Ils sont au nombre de 12. Ils se réunissent plusieurs fois par an, notamment au sujet des compositions des commissions scientifiques. Il se base sur des analyses statistiques et qualitatives, ainsi que des demandes issues des présidentes et des présidents des jurys et commissions qui lui sont transmises par l'administration du FNRS. L'objectif est vraiment poursuivi par le COMAS, c'est de proposer des compositions dont les différentes expertises couvrent les périmètres des différentes commissions scientifiques et des jurys, tout en respectant les différentes contraintes et équilibres de genre ou d'origine géographique, etc., qui s'appliquent. Et ensuite, les propositions du COMAS sont validées par le conseil d'administration du FNRS. Alors, lorsque des décisions ou des options prises par le conseil d'administration du FNRS sont susceptibles d'avoir un impact sur l'emploi, le statut ou les conditions de travail des chercheurs du FNRS, elles donnent lieu à des négociations avec des représentants syndicaux du personnel FNRS au sein de l'OCN, qui est l'organe de concertation et de négociation sociale. Concrètement, pour ce qui concerne tout le processus d'analyse et de décision concernant le fonctionnement des commissions scientifiques à partir de cette année, il y a eu une série d'étapes qui ont impliqué toutes ces instances. Et par exemple, depuis septembre 2021, quasi toutes les réunions du bureau et du CA ont abordé ce point de différentes manières, en partant de constats, d'analyses jusqu'aux décisions finales, avec des débats, des présentations, des discussions, des études complémentaires qui ont été demandées à l'administration de FNRS et des scénarios différents qui ont été débattus. Et j'en reparlerai plus loin, mais c'est bien d'avoir à l'esprit que ces décisions collectives n'ont pas été improvisées et sont le fruit de longues réflexions. Avant d'aborder ces modifications, je crois qu'il est aussi important de rappeler le fonctionnement jusqu'ici. Au niveau de la procédure de l'évaluation, il s'agit d'une procédure qui est similaire notamment à celle en œuvre à l'ERC, le European Research Council, c'est-à-dire dans les meilleurs standards internationaux basés sur la transparence. En particulier, nous avons développé une base de plus de 17 000 experts internationaux, massivement des États-Unis, mais aussi de France, de Canada, d'Angleterre, d'Allemagne, Italie, Australie, etc. Et on les sollicite pour réaliser des évaluations à distance des dossiers qui nous ont été soumis. Et c'est fait pour tous les types de dossiers, sauf pour les candidats à des mandats de niveau doctoral. Ensuite,
Les experts scientifiques de l'administration des FNRS, ce sont des postdoctorants qui développent cette base d'experts. Ils présélectionnent ou ils choisissent pour chaque dossier des experts légitimes sur le plan scientifique et pointus ou proches du projet de recherche à évaluer. Leurs propositions sont soumises à la présidente ou au président de la commission scientifique concernée, qui les adopte ou modifie ou éventuellement complète la liste des experts. L'objectif est d'obtenir 3 ou 4 rapports d'experts par dossier. Cela dépend de la nature de l'instrument et c'est ce qui est atteint à chaque appel à quasi 100%. Alors, la légitimité de ces experts, en fait, la qualité de leurs travaux et la pertinence du choix qu'on en a fait est in fine validée par leurs pairs, c'est-à-dire par les membres des commissions scientifiques qui prennent connaissance des rapports d'évaluation qu'ils effectuent. Les commissions scientifiques se réunissent ensuite pour procéder à l'évaluation au classement final, en s'appuyant notamment sur ces avis d'experts à distance. Les commissions scientifiques restent toutefois souveraines et ne sont pas tenues de suivre les notes attribuées par les experts à distance. Il peut y avoir en effet une variabilité de tradition de notation et elles peuvent également ne pas tenir compte d'une évaluation qu'elles jugeraient non pertinente ou peu argumentée. Le conseil d'administration du FNRS prend ensuite les décisions finales de financement en suivant le classement établi par les commissions scientifiques et ces résultats sont rendus publics et les rapports d'évaluation finaux sont envoyés aux candidats et candidates accompagnés des rapports des experts à distance sans les noms ni les notes données par ces experts, bien entendu. Alors, au niveau plus précisément des commissions scientifiques, jusqu'à l'année dernière, elles sont au nombre de 14, 4 dans le domaine des sciences de la vie et de la santé, SVS, 4 en sciences exactes et naturelles, SEN, 5 en sciences humaines et sociales, SHS, et une Foresight en transdisciplinaire. Elles sont nommées par le conseil d'administration du FNRS sur proposition du COMA que j'ai évoqué en présentant la gouvernance en début d'exposé. Elles étaient composées de 15 membres. 9 de ces 15 membres sont affiliés, par commission scientifique, sont affiliés à une institution extérieure à la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est ce qu'on appelle les membres HFWB, hors FWB, dont le président ou la présidente. Et puis 6 membres qui sont affiliés à l'université de la Fédération Wallonie-Bruxelles, FWB. Ils doivent être des chercheuses ou chercheurs avec un statut permanent, qu'il s'agisse FNRS ou un statut académique, et avoir obtenu leur diplôme de docteur de thèse avec au moins une ancienneté de 10 ans. Chaque dossier se voit désigner un rapporteur et un co-rapporteur chargés d'étudier plus en détail le dossier et les rapports des experts en distance, d'en faire une présentation en commission avec une proposition justifiée de notes, A+, A ou A-, et de rédiger aussi le rapport final de la commission scientifique sur le dossier considéré. Alors, bien entendu, nous avons adopté des règles de conflit d'intérêts potentiels, tant pour les experts à distance que pour les membres des commissions scientifiques. Et voici, vous voyez sur ce slide quelques exemples, ce n'est pas exhaustif. Donc, par exemple, un membre de commission scientifique qui serait promoteur ou copromoteur d'un ou une candidate doit sortir de la commission scientifique pour tout l'instrument concerné. Donc, ça veut dire un membre qui serait promoteur, par exemple, d'un chargé de recherche, ne peut pas siéger dans la commission pour l'ensemble des dossiers chargés de recherche. Autre exemple, un membre qui est ou qui a été au cours des 3 dernières années en position hiérarchique ou subordonnée directe avec le candidat ou le promoteur est invité à sortir de la commission scientifique lorsque le dossier concerné est discuté et évalué. Un troisième exemple, un membre ayant une ou plusieurs copublications au cours des 3 dernières années avec un candidat ou son promoteur sort pour le ou les dossiers concernés. Alors, cela concerne surtout les membres de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais c'est évidemment également applicable aux membres hors Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi qu'aux experts à distance qui ne sont alors pas retenus. Il y a quelques autres encore règles qui sont parfois plus spécifiques que vous pouvez retrouver dans notre documentation sur notre site web. Alors, nous avons des procédures, donc ces procédures que je viens de décrire sont généralement reconnues comme très bonnes par les membres eux-mêmes des commissions scientifiques qui on a interrogé à ce sujet.
et par la commission scientifique à laquelle j'ai d'ailleurs eu, la communauté scientifique au sens large, hein, à laquelle j'ai d'ailleurs eu en 2019 l'occasion de détailler ces procédures au cours des FNRSDs organisées dans chaque université. C'est une initiative qui sera d'ailleurs reconduite normalement à la fin de cette année civile parce qu'elle s'est révélée vraiment très utile et pleine d'enseignements. Alors évidemment, quand 25% des dossiers en moyenne sont retenus pour financement, alors qu'en moyenne 60% des dossiers sont évalués comme A+, exceptionnel, ou A, excellent, il y a un nombre très significatif de chercheuses et chercheurs qui sont déçus de ne pas se voir retenus pour le financement. Et certains peuvent aussi ne pas être d'accord avec le contenu d'un rapport d'experts à distance. Mais je pense que ceci n'est pas de nature à remettre en cause la procédure en tant que telle. Alors, qu'est-ce qui a amené le conseil d'administration des FNRS à décider des modifications que je vais vous présenter pour 2023? Donc, en premier lieu, le constat de l'ampleur des conflits d'intérêts potentiels à gérer. Entre 2019 et 2021, si on considère les appels bourses et mandats du call du printemps et ceux crédits et projets du call d'automne, ce sont 1788 dossiers auxquels étaient associés de telles situations de conflits d'intérêts pour des membres de la Fédération Wallonie-Bruxelles et seulement 252 pour des membres hors Fédération Wallonie-Bruxelles. Et dans ces chiffres, nous ne comptons pas les potentiels conflits d'intérêts institutionnels des membres de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, nous étions dans une proportion 87,6% versus 12,4% hors conflit d'intérêts institutionnels. Cette situation amenait un nombre important de membres de la Fédération Wallonie-Bruxelles à quitter la salle de réunion pour certains dossiers, et c'était parfois moyennement apprécié par les membres hors Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais plus important, en résultat de ces nombreux conflits d'intérêts potentiels déclarés, les membres de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans les commissions scientifiques sont beaucoup moins mobilisables pour évaluer des dossiers que les membres hors Fédération Wallonie-Bruxelles. Sur l'ensemble des dossiers, seuls 96,1% des demandes de financement ne présentaient pas de conflit d'intérêts potentiel avec un membre hors FWB, contrairement au cas des membres FWB. Et donc, lorsqu'il s'agit de répartir les charges de travail de rapporteurs et co-rapporteurs, comme on doit aussi considérer là les conflits d'intérêts institutionnels, c'est-à-dire qu'un membre d'une université X ne peut pas participer à l'évaluation d'un dossier de son université, on s'est trouvé confronté à un déséquilibre vraiment important de la répartition des charges de travail entre les membres des commissions scientifiques, avec une nette surcharge de travail pour les membres hors Fédération Wallonie-Bruxelles, qui a amené un nombre croissant d'entre eux à démissionner au cours de ces toutes dernières années. Sur ce diagramme, en fait, on peut voir cette différence de charge de travail entre membres des commissions scientifiques FWB et membres hors FWB. Ici, c'est une étude qu'a portée sur les appels bourses et mandats de 2017 à 2021. Nous avons donc en abscisse le nombre moyen sur 5 ans de dossiers évalués par des membres des commissions scientifiques en tant que rapporteur ou co-rapporteur, tandis qu'en ordonnée, on a porté le nombre de membres concernés. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est la distribution du nombre moyen de dossiers évalués par membre en fonction de son appartenance à la communauté de la Fédération de Bruxelles, c'est ce qu'on voit en vert à gauche, ou bien en tant que hors Fédération Wallonie-Bruxelles, ce sont les couleurs rose-mauve, et puis la couleur brunâtre, c'est la superposition des deux. C'est donc ici, il s'agit bien, en fait, j'ai parlé de moyenne, mais il s'agit bien d'une distribution de nombres. Hein. Alors, sur le slide suivant, en zoomant sur la partie droite du diagramme, on voit en particulier qu'au-delà d'un nombre de 10 dossiers par membre, les membres hors FWB en mauve sont en nombre bien plus élevé que les membres FWB en brun. Or, le souhait exprimé dans un sondage auprès des membres était d'avoir la charge typiquement d'une douzaine de dossiers au cours d'une session, alors que dans la réalité, comme on le voit ici, beaucoup de membres hors Fédération Wallonie-Bruxelles étaient en charge de plus d'une vingtaine de dossiers. Autre constat aussi, c'est que la charge de travail des membres est en moyenne 2 fois plus lourde au cours de l'appel bourse et mandat, qui est représenté en mauve foncé sur ce diagramme, au cours des 4
année 2017 à 2020, que de l'appel crédit et projet qui est représenté en vert sur ce diagramme. Et c'est une moyenne qui est finalement très constante au cours des ans pour l'ensemble des 14 commissions scientifiques. Alors, ces chiffres sont en grande partie, les derniers chiffres ici, sont en grande partie dus au nombre élevé de dossiers de candidature de niveau doctoral, c'est-à-dire surtout les dossiers d'aspirants, qui représentent à peu près la moitié des dossiers de candidature au sein d'une commission scientifique lors de l'appel bourse et mandat. Je vous rappelle que pour ces dossiers, il n'y a pas d'experts à distance sollicités, que le poids des critères d'évaluation est d'à peu près 60% pour le curriculum vitae académique, 25% pour le projet de recherche et 15% pour l'environnement de recherche, c'est-à-dire son adéquation avec le projet de recherche. Or, il est parfois malaisé pour un expert hors FWB d'apprécier le parcours académique d'un candidat FWB, de même que l'adéquation de son environnement de recherche avec le projet. Donc, on pouvait avoir tendance à constater qu'il y avait une dérive à donner plus de poids au projet de recherche que souhaité dans nos règlements. Et donc, la question s'est posée de traiter peut-être différemment les dossiers aspirants pour répondre à ces difficultés et en même temps alléger le travail des commissions scientifiques. Et pour cette étude, évidemment, on a fait des études de benchmark sur lesquelles je reviendrai plus tard. Quatrième constat, un évident déséquilibre institutionnel dans les commissions scientifiques, dans le sens où les petites et moyennes universités, qu'on appelle en jargon, c'est peut-être pas un bon terme, il faudra en trouver un autre, PMU, c'est-à-dire l'Université de Mons, l'Université de Namur et l'Université Saint-Louis-Bruxelles, n'avaient au total que 9 membres dans les 14 commissions scientifiques. En théorie, chaque grande université avait 2 membres par commission scientifique. Chacune de ces 3 grandes universités avait toutefois cédé 3 postes parmi ceux dont elles disposaient au total pour arriver à ces 9 postes pour les PMU. Elles étaient donc présentes pour certaines à raison au total donc, de 2 en commission SEN 1, 2 en SEN 2, 1 en SEN 3, 1 en SEN 4, 1 en SVS 1, 1 en SHS 3 et 1 en SHS 5. Donc, c'est une situation en fait qui de longue date posait problème aux recteurs et aux rectrices des universités concernées et aussi à leurs communautés scientifiques respectives. Donc ça, c'était les constats. Donc à partir de cela, pendant un peu plus d'1 an, on a étudié différentes pistes. Alors avant cela, on a regardé aussi la situation à l'international. Donc ici, une enquête menée par Science Europe en 2020 auprès de ses 37 membres qui a mené à des observations et recommandations intéressantes. Donc Science Europe, c'est l'organisation qui représente les principales organisations de financement public de recherche, essentiellement fondamentales en Europe, et évidemment le FNRS en est membre. Différentes observations et recommandations lors de cette enquête ont été utiles dans la réflexion, mais surtout la suivante. De nombreux petits pays signalent déjà le recours exclusif à des examinateurs internationaux comme moyen d'éviter les conflits d'intérêts nationaux au sein d'un petit système de recherche. Ensuite, on a étudié plusieurs pistes avant d'arriver à la solution que je vais présenter ensuite. Une première piste a consisté à étudier la faisabilité d'augmenter le nombre de membres dans les commissions scientifiques devant lesquelles a été introduit le plus grand nombre de dossiers lors de l'appel bourse et mandat. Donc, je pense notamment aux commissions scientifiques SHS 1, SHS 3, SHS 4, SEN 2 et SEN 4. Vous pouvez voir les thématiques ouvertes dans ces commissions sur notre site, évidemment. Cette solution n'a pas été retenue car elle ne réglait en rien les problèmes de déséquilibre institutionnel que j'ai évoqués. Et il était impossible de mettre les 6 universités d'accord. Ça, c'était le constat. Et par ailleurs aussi, pour résoudre ces problèmes de déséquilibre institutionnel, ajouter beaucoup plus de membres au sein d'une commission pour essayer donc justement de tenir compte d'un certain équilibre institutionnel entre les universités complètes et les autres, n'était pas réalisable car cela aurait abouti à des commissions avec beaucoup trop de membres dont il devenait vraiment impossible de gérer les réunions. Or, le nombre de dossiers est pour certains
faible lors de l'appel crédit et projet aussi, hein, ça a été montré il y a quelques slides, donc ça n'avait pas de sens ni d'efficacité de réunir des commissions scientifiques pour étudier moins d'une dizaine de dossiers par exemple. Alors, une autre piste qui était évoquée, c'était modifier. Oui, pardon, j'ai déjà reparlé, je vais peut-être revenir, désolé, parce que je crois que ça vaut la peine de développer un peu cette piste dont j'ai déjà entendu parler. Pourquoi ne pas modifier le périmètre de certaines commissions scientifiques, et en particulier les scindées? Et donc, cette solution n'a pas été retenue parce que, d'abord, les présidents et présidentes interrogés estimaient que les périmètres ne leur posaient pas de problème d'évaluation en termes de compétences, puisque, à l'exception des dossiers aspirants, tous les autres bénéficient d'avis d'experts à distance pointus ou au minimum semi-spécialisés. Et par ailleurs, il y aurait évidemment eu inévitablement un effet de contagion, chaque sous-domaine scientifique d'une commission allant assez naturellement réclamer de pouvoir bénéficier d'une commission spécifique. Et donc, comme je l'ai évoqué, ça n'aurait pas de sens non plus dans un appel crédit projet, par exemple, où certaines commissions ont un nombre de dossiers vraiment faible à étudier. Donc, pour revenir à la troisième piste, en fait, c'était d'augmenter la proportion des membres hors FWB des commissions scientifiques, par exemple, passer de 9 à 11, voire à 15. C'est des solutions qui permettent en effet de réduire le nombre de conflits d'intérêts potentiels, puisqu'on met moins de fédérations Wallonie-Bruxelles dedans, et donc de mieux équilibrer les charges de rapporteurs et co-rapporteurs entre membres. La solution du passage à 11 membres hors FWB et donc 4 membres FWB n'a pas été retenue car elle accroissait encore le problème des représentations institutionnelles au sein des commissions scientifiques. Et donc, c'est la solution du passage à 15 membres hors FWB qui a été retenue et approfondie. On le verra dans un instant. De même que l'approche consistant à traiter les dossiers de niveau doctoral en dehors des commissions scientifiques FNRS classiques, permettant d'alléger considérablement les charges de celles-ci. Comment donc se présenteront ces commissions scientifiques pour tous les instruments bourse et mandat et crédit et projet, c'est-à-dire, mais hors niveau doctoral, à partir de 2023? Donc, elles seront dorénavant dénommées commissions scientifiques internationales. Elles seront, comme je l'ai mentionné, inchangées en périmètre, mais ne traiteront plus des dossiers de niveau doctoral. Ça signifie que tous les autres dossiers qui seront évalués continueront à bénéficier d'avis de 3 à 4 experts à distance qui sont très utiles pour les travaux des commissions scientifiques. Chacune sera désormais composée donc de 15 membres hors FWB, c'est-à-dire attachés à une institution académique ou de recherche extérieure à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les règles de conflit d'intérêts potentiels resteront bien évidemment d'application. Une autre nouveauté importante, c'est la présence d'observatrices et d'observateurs des universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, chaque université qui a une activité de recherche dans le domaine couvert par la commission scientifique pourra en effet y déléguer une observatrice ou un observateur. Il n'y a donc de ce fait plus de problème de déséquilibre institutionnel. Un fonctionnement analogue est en place depuis longtemps, d'ailleurs, au sein de la commission scientifique WellBio, qui est cet institut virtuel en sciences de la vie financé par la région Wallonne et géré par un des fonds spécialisés du FNRS, le Fonds de la recherche fondamentale stratégique, et ça donne pleinement satisfaction. Maintenant, donc, ce qu'elle est en pratique, le rôle de ces observateurs et observatrices, je crois qu'il est utile de préciser que ce rôle a été étudié en collaboration avec les vice-recteurs et vice-rectrices recherche des universités. Comme leur nom l'indique, ils sont observateurs, ils observent, donc ils ne sont pas évaluateurs. Ça veut dire qu'ils ne donnent pas d'avis scientifique, pas de score, et ne participent donc encore a fortiori pas au classement. Par contre, ils pourront avoir la parole après la présentation d'un dossier par les rapporteurs et co-rapporteurs pour, par exemple, faire état d'éléments complémentaires transmis par le candidat ou la candidate après la clôture de l'appel. Par exemple, ça pourrait être signalé qu'il y a une nouvelle publication scientifique acceptée ou une demande de financement qui avait été introduite auprès d'un organisme qui a reçu un avis positif. Il pourrait également corriger des erreurs factuelles qui sont commises lors de la présentation du dossier. C'est normalement vraiment très rare, mais par exemple, un rapporteur
pourrait critiquer une absence de mobilité alors que le candidat ou la candidate a passé un postdoc de 2 ans à l'étranger. Ça, c'est vraiment une erreur factuelle. Il pourrait également apporter des éléments complémentaires de contexte local liés au d'éclairage qui est lié à l'institution d'accueil, mais aussi, par exemple, informer les membres sur certains usages et pratiques de la communauté scientifique concernée en Fédération Wallonie-Bruxelles, en matière, par exemple, de publication, ou bien sur certaines spécificités locales du champ de recherche. Et enfin, ils auront aussi la possibilité de suggérer des modifications, c'est un rôle additionnel, hein, de suggérer des modifications au texte des rapports finaux des commissions scientifiques en les motivant avant validation par le président ou la présidente. Ça veut dire qu'avec ces aménagements, en dehors à nouveau du niveau doctoral, 100% des dossiers auront un rapporteur et un co-rapporteur hors Fédération Wallonie-Bruxelles, et 100% des dossiers pourront bénéficier d'une intervention d'un observateur ou d'une observatrice de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans les limites du rôle tel que je viens de le préciser. Évidemment, une première évaluation de cette procédure sera réalisée à l'issue des premières réunions ici des commissions en mai. En ce qui concerne les chercheurs permanents qui sont employés par le FNRS, leurs dossiers seront également évalués par les commissions scientifiques internationales. Dans le cas des rapports quinquennaux, hein, des rapports qui sont évalués tous les 5 ans, comme auparavant, il n'y aura pas d'expert à distance et seulement un rapporteur au sein de la commission. Ce rapporteur était en moyenne, pour 75% des dossiers, un rapporteur hors FWB. Ce sera maintenant le cas pour 100% des dossiers. Dans les cas de demande de promotion comme maître de recherche ou comme directeur de recherche, il y aura toujours les avis de 4 experts à distance et les interventions d'un rapporteur et d'un co-rapporteur, uniquement hors FWB dans cette nouvelle configuration. Mais à nouveau, 100% des dossiers pourront bénéficier d'une intervention d'un observateur de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, des discussions ont été menées mardi, ce dernier mardi de cette semaine, dans le cadre de l'OCN que j'ai mentionné dans la présentation de la gouvernance au FNRS. Donc, dans le cadre de l'OCN, ces discussions étaient relatives à la participation des observateurs FWB comme membres à part entière des commissions scientifiques internationales pour ces catégories de dossiers que je viens d'évoquer. C'était donc une demande émanant du banc syndical de l'OCN et le CA, c'est-à-dire le conseil d'administration des FNRS, devra prendre position. Alors, comme je l'ai déjà dit, les candidatures de niveau doctoral représentent à peu près la moitié de la charge de travail des commissions scientifiques lors des sessions des appels bourses et mandats. Ces candidatures ne bénéficient pas d'experts internationaux à distance. Il a en effet été considéré par le conseil d'administration que l'investissement en termes de charges administratives, de surcharge des experts sollicités et de coûts était trop lourd par rapport au coût d'une bourse d'aspirant finalement. Ensuite, chaque membre se voyait attribuer 2 rapporteurs en commission qui pouvaient être soit 2 membres hors Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qu'on a d'ailleurs essayé d'éviter à partir de 2022, soit 2 membres Fédération Wallonie-Bruxelles, soit un membre Fédération Wallonie-Bruxelles et un membre hors Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, ces configurations différentes pouvaient induire évidemment une inégalité de traitement entre des dossiers qui ne bénéficiaient pas d'avis d'experts à distance. Par ailleurs, ces candidatures sont parfois plus difficiles à évaluer par les membres hors FWB des commissions scientifiques au niveau de la qualité des CV, hein, qui comptent, comme je l'ai déjà dit, pour 60%, et pour lesquels, en fait, une connaissance des pratiques académiques locales et des échelles de grade locales est certainement préférable. Or, il est important que la qualité du CV reste un élément essentiel de l'évaluation des candidatures aspirants. Hein. Depuis toujours, en effet, le FNRS donne priorité pour ces bourses-là aux meilleurs diplômés master, sachant qu'en parallèle, il y a des filières FRIA et FRESH qui permettent de recruter éventuellement d'autres profils. On observera également que dans
d'autres pays, la sélection des candidats doctorants n'est pratiquement jamais réalisée par une agence de financement, mais bien par des organismes décentralisés ou des opérateurs de recherche ou par exemple des écoles doctorales. Donc, la procédure retenue par le conseil d'administration, c'est de faire réaliser l'évaluation des candidatures de niveau doctoral uniquement par des membres de la fédération, des institutions académiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en une session locale qui se déroulera la veille ou le lendemain de la session de la Commission scientifique internationale et qui sera présidée par le président ou la présidente de cette Commission scientifique internationale correspondante. Donc, à chaque commission scientifique internationale correspondra une commission scientifique FNRS doctorat. Chaque commission scientifique FNRS doctorat comportera de 6 à 8 ou 9 membres, 2 par université complète, par grande université, et 1 par petite ou moyenne université active dans le domaine scientifique couvert. La présidence de cette commission scientifique FNRS doctorat par le président hors Fédération Wallonie-Bruxelles de la commission scientifique internationale correspondante devrait permettre d'assurer un contrôle d'un traitement homogène des dossiers et de limiter les éventuelles ingérences institutionnelles. Pour objectiver les classements et éviter justement des influences institutionnelles toujours possibles, mais aussi pour apporter un regard international sur le projet de recherche introduit. Chaque dossier va recevoir en amont de la réunion de la commission scientifique, d'une part, l'avis écrit de 2 experts référés hors FWB, c'est-à-dire des personnalités scientifiques qui sont proposées par le candidat ou par le promoteur, et également un 3e avis, l'avis d'un membre de la commission scientifique internationale correspondante, c'est donc forcément un membre hors Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ces avis porteront uniquement sur le projet de recherche et répondront en fait à des questions précises sur sa qualité, son originalité, sa faisabilité. Et donc, cela va permettre de limiter le nombre de membres Fédération Wallonie-Bruxelles dans ces commissions scientifiques. Toutes les sous-disciplines ne seront pas présentes, mais un CV, un curriculum vitae académique de quelqu'un qui vient des diplômés master peut certainement être évalué sans devoir être proche du projet de recherche qui, lui, bénéficiera de l'avis à distance de, normalement, en théorie, 3 experts. C'est donc ainsi que nous allons fonctionner pour l'appel bourse et mandat en 2023, c'est-à-dire l'appel bourse et mandat en cours. Ceci étant, il est évident que nous allons procéder à des analyses et bilans approfondis de ces nouvelles procédures. Par exemple, au niveau des commissions scientifiques internationales, il faudra faire un bilan sur le rôle des observateurs et observatrices, voir s'il y a lieu ou pas de l'ajuster. Autre question, est-ce que les charges de travail entre membres des commissions scientifiques seront maintenant bien maîtrisées, plus équilibrées? Est-ce que des biais éventuels sur les thématiques scientifiques ou sur les profils des candidats qui seraient retenus pourraient être éventuellement observés en raison des nationalités des membres? Et d'autres questions encore qu'il va convenir d'étudier. Au niveau des commissions scientifiques FNRS doctorables, est-ce qu'elles comportent toutes un nombre suffisant de membres par rapport au nombre de dossiers et au domaine scientifique à couvrir? Est-ce que les lettres d'experts référés choisis par les candidats pour donner un avis sur le projet de recherche ont été utiles? Même question en ce qui concerne l'avis du membre de la commission scientifique internationale. Tout cela va être analysé, présenté, discuté en conseil d'administration, présenté également à la communauté scientifique et selon les résultats des discussions, des présentations, des aménagements pourront être apportés. Alors, avant d'aborder les questions qui sont posées en direct pendant cette séance, via la fenêtre questions-réponses, et questions auxquelles mon exposé n'aurait peut-être pas répondu de manière suffisamment claire, je voudrais quand même déjà aussi apporter quelques éléments d'information par rapport à des questions qui nous sont remontées soit du COMA, soit de mon Fédération Wallonie-Bruxelles, des commissions scientifiques que j'ai rencontrées lors de la session d'octobre 2022, ou encore d'un courrier collectif reçu de chercheurs d'une vingtaine de chercheurs d'un même domaine, auquel d'ailleurs le conseil d'administration du FNRS a répondu. Alors, au niveau de ces questions, une des questions était pourquoi n'y a-t-il pas eu de large consultation de la communauté universitaire, contrairement à la réforme de 2010? En fait,
d'abord, une remarque générale, c'est qu'une large consultation au préalable générerait forcément des avis divers, difficiles à faire converger. Il n'y a à l'évidence pas de position unifiée, même à l'intérieur d'un domaine scientifique déterminé. Alors, comme je l'ai signalé, les évolutions et adaptations des commissions scientifiques en 2023 ont fait l'objet de réflexions et de débats au niveau du bureau et du conseil d'administration depuis septembre 2021. Plusieurs scénarios ont été étudiés. Le conseil d'administration a pris sa décision en juin dernier sur la base des recommandations du bureau. Les universités, donc les intérêts des chercheurs, sont bien présents dans les organes de décision de FNRS. En fait, on a procédé de même que lors de la réforme de 2010, où il n'y avait pas eu de concertation avec les chercheurs en amont de la mise en application de la réforme, qui avait été décidée par le CA de FNRS. Et par contre, la réforme de l'époque, et en particulier les motivations et enjeux de sa mise en place, avaient été présentées dans les universités pendant la mise en œuvre. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, en fait, à l'occasion de ce webinaire, qui, comme je l'ai dit, rassemble à peu près 500 personnes. Et c'est ce que nous ferons aussi à la fin de l'année, je l'ai dit, avec une nouvelle présentation et des débats dans chaque université. Alors, deuxième question, la décision est-elle définitive? Est-ce que de nouvelles adaptations sont envisageables? Alors, le conseil d'administration a pris sa décision qui sera mise en œuvre cette année. Une évaluation approfondie va être effectuée lors et après la réunion des commissions scientifiques ici en mai et ensuite en octobre. Elle fera l'objet d'une présentation, je viens de le dire, dans les universités en début de la prochaine année académique, ce qui permettra également d'entendre les différentes parties prenantes sur les retours d'expérience, sur des problèmes détectés et aussi des suggestions d'aménagement que le CA du FNRS pourrait décider. Et une évaluation régulière sera évidemment menée par la suite, qui pourrait conduire, selon les résultats, à d'autres adaptations. Troisième question, c'est pas vraiment une question, c'est un commentaire plutôt, que j'ai entendu à plusieurs reprises. Certaines commissions scientifiques, en particulier dans le secteur des sciences humaines et sociales, SHS, auront un nombre majoritaire de membres français qui pourraient être amenés à donner préférence à des candidats français, en particulier pour les candidats chargés de recherche, évidemment. Je dis en particulier pour eux, puisque les candidats doctorants seront maintenant évalués par des commissions FNRS doctorants. Alors, on peut voir ici la proportion des membres français, non, la proportion d'abord des membres hors fédération Wallonie-Bruxelles, pas forcément français, mais qui sont établis en France, c'est-à-dire qu'ils ont une affiliation à une institution française. Vous voyez ici cette proportion de membres parmi les membres hors FWB au cours des dernières années. Alors, on voit qu'avant 2023, les situations étaient assez comparables auparavant. En fait, en bleu, c'est la situation dans les 4 commissions scientifiques sciences exactes et naturelles. En vert, dans les 5 commissions scientifiques sciences humaines et sociales. Et en rouge, dans les 4 commissions scientifiques sciences de la vie et de la santé. Et on voit que les situations étaient comparables avec, même certaines années, une proportion plus importante de membres attachés d'institutions françaises dans le secteur des sciences exactes et naturelles que dans des institutions d'autres pays. Alors, il est vrai que le réservoir de chercheurs établis en France est beaucoup plus important qu'en Suisse, par exemple, où il y a seulement une fraction en outre qui parle français, et que dans certains domaines, en particulier des sciences humaines et sociales, il y a un nombre important de dossiers qui sont soumis à demande de financement, qui sont rédigés en français. Alors, cette situation, quand même, on voit à partir de 2023 qu'il y aura donc dans ce domaine des sciences humaines et sociales que je viens d'évoquer, 62% des membres qui seront rattachés à une institution établie en France. Ils peuvent éventuellement être anglo-saxons aussi, mais l'institution de référence sera d'attachement sera en France. Et donc, on trouve que cette situation n'est pas idéale, et le conseil d'administration des FNRS a exprimé d'ailleurs sa volonté de veiller à limiter un maximum 50% le nombre de membres d'une commission scientifique localisée dans un même pays. Alors, en moyenne, c'est atteint en 2023 pour 50,4% en moyenne de l'ensemble des commissions, mais pas en SHS, comme vous le voyez, où on est à 62%. Donc, ça veut dire que nous allons devoir travailler cet aspect avec les membres du comité d'accompagnement, avec le commun. Alors, la question, en fait, ne semble pas tant être celle d'un favoritisme
envers, par exemple, des candidats à un mandat chargé de recherche ayant obtenu leur thèse de doctorat en France. On a fait des études statistiques, on a appliqué des modèles de régression linéaire pour tester l'effet significatif ou pas du pays d'obtention du diplôme, avec d'autres variables ajoutées au modèle, par exemple l'année, l'instrument, la commission scientifique. Et les résultats suggèrent qu'il n'existe pas de différence significative entre les taux de succès des candidats chargés de recherche disposant d'un diplôme belge et des candidats chargés de recherche disposant d'un diplôme français. Mais nous sommes conscients que s'agissant du domaine des sciences humaines et sociales, il est souhaitable à l'avenir d'éviter une consanguinité scientifique possible, un peu trop importante, qui pourrait amener à favoriser certaines écoles de pensée, par exemple. Et donc, on va monitorer cela très soigneusement lors de l'appel en cours. Quatrième question, qu'en est-il des conflits d'intérêts des membres hors FWB des commissions scientifiques internationales? Alors, on ne sous-estime pas le fait que ces membres peuvent avoir des conflits d'intérêts, évidemment, et la recherche est de plus en plus internationale. Mais ils étaient déjà amenés à les déclarer par le passé et sont bien évidemment toujours invités à le faire et nous les gérerons selon nos règles déjà en place. On a quand même pu constater, et je l'ai montré en début de webinaire, que ces conflits d'intérêts étaient nettement moins nombreux qu'au niveau de ceux enregistrés au niveau des membres de la Fédération Wallonie-Bruxelles, comme je l'ai dit. Et en outre, ils ne sont pas de nature institutionnelle. Alors, je crois qu'ici, j'en arrive à la 5e question. Est-ce qu'un candidat peut contacter une observatrice ou un observateur de son université? Mais oui, au cours de la période entre la clôture de l'appel et la réunion de la commission scientifique, si un candidat ou une candidate souhaite porter un élément complémentaire à la connaissance de la commission scientifique, par exemple une nouvelle publication acceptée depuis la soumission du dossier, donc c'est-à-dire la clôture de l'appel, ou bien une demande de financement acceptée, c'est possible, mais cela doit se limiter à cela. L'observateur ou l'observatrice n'a pas pour mission de défendre les dossiers des candidats de son université. Est-ce que la surcharge de travail ne sera pas excessive pour les observatrices et observateurs? C'est une question qui nous a été relayée en commun. Je pense qu'elle provient d'une interprétation erronée du rôle des observateurs. Ils n'ont pas pour mission d'étudier les projets de recherche déposés et encore moins de les évaluer. Il ne s'agit pas non plus d'intervenir si des rapports d'experts à distance sont divergents. C'est la responsabilité du rapporteur et du co-rapporteur. Il s'agit, comme je l'ai dit, par contre, d'apporter d'éventuels compléments d'information tels que je l'ai précisé, ou d'attirer l'attention sur une spécificité d'un champ de recherche en Fédération Wallonie-Bruxelles, ou bien encore commenter une erreur factuelle, qui sont, comme je l'ai dit, très rares. C'est généralement pas plus d'une par appel, parmi des milliers de dossiers. Notre expérience avec les commissions scientifiques WellBio que j'ai évoquées montre que ça fonctionne très bien. Il est aussi possible pour ces observateurs de relire les rapports finaux de la commission scientifique, préparés par les rapporteurs à l'issue des réunions, ce qui n'est pas le cas dans WellBio. Ici, il s'agit d'ajouter en fait une étape éventuelle de contrôle qualité envers les candidats. Mais il est évident que les rapports des dossiers qui seront financés, ou bien des dossiers pour lesquels les rapports des experts à distance étaient très convergents, dans ce cas-là, le travail de relecture n'est sans doute pas très utile. C'est surtout dans le cas où des dossiers qui auraient des avis d'experts à distance très divergents, et ce ne sont pas les plus fréquents nécessairement, que ce travail pourrait être utile. Et alors aussi, ils peuvent, par leur présence, s'assurer du bon fonctionnement de la procédure et des travaux de la commission. Alors, 6e question. Les commissions scientifiques et FNRS doctorat devant lesquelles un grand nombre de dossiers de candidature sont disposées auront-elles assez de membres pour les traiter et aussi couvrir la diversité des thématiques? Alors, il est vrai que certaines commissions scientifiques FNRS doctorants auront un nombre assez important de dossiers. Je pense à certaines commissions des sciences humaines et sociales, mais pas seulement. Alors, au niveau des thématiques, je rappelle toutefois que chaque dossier devrait bénéficier de l'avis, en théorie, 3 experts internationaux à qui il sera demandé d'apprécier la qualité du projet de recherche, son originalité et sa faisabilité. Les membres de la commission scientifique disposeront de cet avis. Il n'est donc pas nécessaire qu'ils soient eux-mêmes experts sur le projet, qui par ailleurs compte pour 25% seulement de l'évaluation totale. Par contre, le parcours académique de la candidate ou du candidat compte pour 60% à peu près, et l'environnement de recherche pour 15%.
Je pense sincèrement qu'un membre FWB, qui est quand même dans les larges domaines scientifiques couverts par une commission scientifique, peut vraiment évaluer ces aspects sans être proche du sujet. Toujours pour le cas d'ailleurs des sciences humaines et sociales, c'est déjà ce qui se passe au niveau des jurys fraîches pour les bourses de doctorat en sciences humaines et sociales avec impact sociétal. Il y a 4 jurys avec chacun 9 membres de la Fédération Wallonie-Bruxelles, soit un total de 36 membres pour couvrir l'ensemble des thématiques des sciences humaines et sociales. Au niveau de ces commissions scientifiques FNRS doctorants, en sciences humaines et sociales, il y en aura 5, avec un nombre de 7 à 8 membres, soit à peu près au total 35 à 40 membres, comme dans le cas des Fraiches, pour couvrir l'ensemble des thématiques des domaines des sciences humaines et sociales. Alors, au niveau de la charge de travail, il faudra quand même en faire une évaluation après ces premières réunions. Et en fonction, peut-être qu'il faudra augmenter le nombre de membres dans certaines commissions scientifiques et pas seulement en SHS d'ailleurs. Une dernière question. Est-ce qu'il est bien utile de solliciter pour les dossiers de niveau doctoral des experts référés internationaux, par ailleurs souvent surchargés? Alors, je viens d'expliquer le rôle utile de ces avis sur le projet de recherche doctorale. Nous avons déjà plusieurs instruments de financement où des lettres de référés sont demandées et on a un taux de réponse de plus de 96%. Et dans le mini-guide de l'appel bourse et mandat en cours, il est bien précisé qu'il est recommandé aux candidats et candidates de niveau doctoral de prendre préalablement contact avec ces personnes envisagées, ces personnalités scientifiques envisagées, afin de s'assurer qu'elles acceptent cette mission, tout en veillant à ce qu'évidemment elles ne soient pas en conflit d'intérêts direct avec leur candidature.